Salon de l'agriculture, 7e jour. Bonjour à tous. Les exposants sont un peu fatigués. La semaine a été un peu longue, mais pas pour leur verre d'eau qui est en pleine forme. Enfin, si la semaine a été longue pour vous aussi, mais vous êtes là. Vous êtes la patronne de l'agence bio depuis 1 an maintenant. Et je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va commencer cette interview par expliquer ce qu'est un peu l'agence bio, parce que c'est un organisateur, un grand organisateur, mais je pense que le grand public ne sait pas très bien quel est votre rôle. Alors ce serait bien qu'on commence par ça. À quoi ça sert l'agence bio ? Merci Emmanuel pour l'invitation. Alors l'agence bio, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupement d'intérêt général. On a été créé il y a 20 ans, au début où il n'y avait que 1% des terres en bio, pour justement accompagner ce que les pouvoirs publics imaginaient comme une tendance de fond de société, c'est-à-dire manger plus de bio. Qu'est-ce qu'on fait quotidiennement ? On est une équipe d'une 20aine de personnes et certains se consacrent à l'étude des chiffres du bio, parce que le bio c'est bien, mais il faut le mesurer, il faut savoir où on en est dans nos politiques publiques et dans notre consommation. C'est également un fonds de financement. On finance à hauteur de 13 millions des entrepreneurs du bio qui viennent nous voir avec un projet collectif qui permet de remplir le garde-manger des Français en bio. Mais surtout, on a une mission d'information du citoyen. Parce qu'en fait, si on veut être dans une vraie démocratie alimentaire, il faut que les citoyens soient informés sur ce qu'ils ont dans leur rayon et ce qu'ils ont dans leur champ. Et donc, nous, notre objectif, c'est de bien expliquer ce qu'il y a derrière le cahier des charges bio, ce qu'il y a derrière les contrôles, comment est-ce qu'un agriculteur bio travaille. Donc, au quotidien, et c'est un peu ce qu'on va faire là aujourd'hui, on donne des billes aux consommateurs et aux citoyens pour qu'ils fassent des choix éclairés. Alors, très bien. On va commencer par là parce que c'est un excellent point. Qu'est-ce qu'on doit expliquer sur la façon de fonctionner de l'agriculture biologique qui peut-être manque à la compréhension des citoyens ? Tout à fait. Alors, il y a une caractéristique du bio qui souvent cache le reste, qui est cultivé sans produits chimiques de synthèse, que ce soit les engrais et les herbicides. Donc, effectivement, c'est des produits chimiques qui sont utilisés parce que la chimie est partout, mais naturels. Donc ça, c'est la première caractéristique, et on voit d'ailleurs que certains produits parlent de pesticides sur juste nos voisins. Juste derrière nous, oui. Exactement. Donc c'est cette première caractéristique. Mais c'est pas que ça. Le bio, c'est aussi le respect des cycles naturels. Par exemple, on ne force pas les animaux, que ce soit par l'éclairage, etc. Là, vous parlez des poules pondeuses, par exemple. Oui, ou par exemple l'agneau de Pâques, qui va bientôt être d'actualité. En bio, il est plutôt à maturité à la rentrée. Donc le gigot, c'est plutôt d'automne en bio. Ou d'autres caractéristiques qui sont très importantes en bio, c'est que ça ne peut pas être hors sol. Que ce soit les légumes, ils sont de plein champ. Que ce soit les animaux, ils ont un rapport au sol, au pré. Ils sont en plein air. Ça, c'est vraiment clé et souvent, c'est assez oublié. Et le dernier point, c'est le bien-être animal. Donc, je vous passe le sans OGM, etc. Mais ça, je pense que c'est bien ancré. Mais il y a vraiment un énorme pilier sur le bien-être animal, sur le fait qu'il puisse avoir des comportements naturels, qu'il puisse aller à l'extérieur, qu'il ne soit pas attaché, qu'il ne soit pas... les mutilations sont de toute façon Par exemple, très on encadrées. n'écorne pas les vaches. Exactement. On ne coupe pas les queues des petits cochons parce que comme ils ont beaucoup de mètres carrés, ils préfèrent jouer dans la paille et pas croquer la queue du voisin. Exactement. On en est à des choses techniques, mais c'est vraiment intéressant. Alors, ce marché du bio s'est beaucoup développé en France au cours des 20 dernières années, et même ces dernières années, avant la crise Covid, on avait des taux de croissance du marché qui étaient vraiment très importants, de l'ordre de 20%. Par an, c'est à peu près ça ? Oui, alors ça, effectivement, il y a eu un boom pendant le Covid qui trouble un peu la courbe des chiffres. Bon, une hausse, un bio qui s'est aussi démocratisé parce qu'on le retrouve désormais dans les grandes surfaces classiques et plus seulement en distribution spécialisée. Et puis, depuis quelques mois, on note que quand même, ça marque un petit peu le pas. Alors, moi, ça m'intéresse d'avoir votre analyse. Est-ce que c'est une petite crise d'adolescence, disons, comme un adolescent qui aurait beaucoup grandi, et puis d'un coup, il faut qu'il se recentre un peu. Est-ce que c'est plus durable ? Comment est-ce que vous l'analysez-vous, cette petite... ce petit repli de la consommation bio? Alors, c'est rigolo parce qu'on en parle souvent avec les anciens. On a vraiment des vieux de la vieille, des pionniers du bio qui eux, ont connu effectivement des fléchissements, des corrections parfois un peu raides du marché. Mais en l'occurrence, là, si on regarde le fléchissement actuel, c'est un peu tôt pour avoir un avis. Pourquoi ? Parce que nous, à l'agence bio, on publie, comme je vous le disais, les chiffres annuels du bio. Et le bio, par rapport au non-bio, il a des circuits de vente très morcelés. C'est-à-dire qu'il y a 7 circuits de distribution et il y en a certains, pour remonter les chiffres, ça va nous prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on va les publier le 10 juin. Pourquoi ? Parce que le bio, effectivement, la grande surface, tous les chiffres qu'on voit en ce moment sur le fléchissement, c'est la grande surface. Et ça, on l'a quasiment en temps réel ?
Oui, les remontées caisses remontent tout de suite. Donc ça, c'est à peu près 55% du marché. Alors 55% du bio en France est vendu en grande surface. Tout à fait. C'est un chiffre intéressant à avoir à l'esprit. Exactement. Et si on dézoome et qu'on regarde le marché alimentaire, en fait, 70% du marché alimentaire au global est vendu en grande surface. Donc, la grande distribution a un poids moindre. Pourquoi ? Parce qu'il y a les grandes surfaces spécialisées. Les La Vie Claire, les Biocoop, les Naturalia. Ça, c'est 3000 points de vente qui pèsent 28% du marché du bio. Ouais. Donc ça n'existe pas dans l'alimentaire non bio. Et donc ça, c'est assez atypique. Ça, on attend leurs chiffres aussi. Et surtout, il y a le circuit court, il est surreprésenté. En fait, si vous regardez le marché alimentaire non bio, c'est une grosse partie en GMS, consommé à domicile, une grosse partie en restauration, une moyenne partie en restauration, une petite partie dans les circuits alternatifs. En bio, c'est pas exactement la même chose. Donc on a vu que c'était une grosse moitié en GMS, on a vu que c'était 28% en circuits spécialisés, et après, il y a quelque chose de caractéristique au bio, c'est qu'il y a une ferme sur 2 qui vend en direct, versus une sur 4 en moyenne nationale. Donc là, on a de la dentelle commerciale. Nous, on a de la dentelle de chiffres à remonter, parce que ça veut dire que c'est 26 000 fermes qui vendent en direct, ce sont des vendeuses de bio, donc c'est par rapport aux 18 000 points de vente de la GMS, c'est monstrueux, c'est un maillage très très dense du territoire, et donc ces gens-là nous remontent leurs chiffres, ils n'ont même pas encore fini de déposer leur compte au 31 mars, donc le temps de remonter tout ça et de voir comment se porte le circuit court, ça va vachement moduler notre perception, parce que c'est 10%, c'est plus de 10% du bio, alors que c'est moins de 2% du marché au global. Et puis vous avez tout l'artisanat, alors je suppose que vous avez eu déjà les chiffres d'autres professionnels par ailleurs, mais les primeurs, les artisans bouchers, tout ça c'est des circuits qui ont été plébiscités, donc c'est plus 20% par exemple les artisans bouchers, et là c'est pas des circuits bio, mais il y a du bio dedans, donc ça embarque le bio dans sa croissance. Donc rendez-vous le 10 juin, pour l'instant effectivement, ce sur quoi il faut rester vigilant, c'est la décroissance, le fait que ça marque le pas, la croissance soit nulle par rapport à 2020 en GMS, même si on a eu certaines enseignes qui sont venues sur notre stand, ils se sont dit, nous, par rapport à 2019, on est à deux chiffres. Donc, la neige a été secouée. Il faut que ça retombe. Il faut que ça retombe. Mais est-ce que, peut-être, on peut quand même avoir un ou deux éléments d'analyse sur le tassement du marché, puisqu'on peut au moins parler d'un tassement un tassement de la croissance. C'est quoi vos éléments d'analyse ? Pourquoi est-ce que, en tout cas dans les circuits de distribution de masse, c'est un marché un petit peu plus difficile que par le passé ? Alors, il y a des changements d'usage. Il y a trois grands facteurs qui font l'unanimité dans le monde du bio. Il y a et du non-bio d'ailleurs, des analystes. Il y a le fait qu'on fait moins de visites au supermarché. En fait, si la GMS en général marque le pas, parce que c'est le cas, vous savez, la contraction de l'alimentaire au global en GMS, c'est moins 1 versus moins 3 en bio. Donc effectivement, c'est plus fort en bio, mais là encore, on n'a pas encore tout compris des nouveaux arbitrages budgétaires des Français. Les stations de ski sont archi pleines, donc bref. Là, il faut regarder que la GMS commence à modifier les usages des Français, puisqu'ils font des courses moins souvent, ils font plus de gros pleins. Et là, du coup, ils achètent moins de produits frais. Parce qu'ils vont les acheter souvent ailleurs. C'est pas pour rien. On les retrouve dans les circuits artisanaux, par exemple. Premier facteur. Deuxième facteur, ils achètent ce que promet le bio, mais dans d'autres labels qui ne le reprennent qu'en partie. Par exemple, des labels qui vont vous dire bien-être animal, ou des labels qui vont parler de pesticides, ou des labels qui vont parler... de HVE. HVE, c'est différent. C'est plus une certification d'entreprise, une certification de produit. Donc, sur l'allégation marketing, vous avez même des allégations qui, parfois, sont assez déroutantes. Par exemple, engagées. Je ne sais pas où, vers quand, mais... Donc, ça distrait un peu le consommateur historique de bio. Parce qu'effectivement, c'est pas que un tassement du recrutement des nouveaux bio, même si on a continué, on va le révéler aujourd'hui, mais on a continué de recruter des nouveaux consommateurs. Mais révélez-le. Mais non, peut-être sous embargo, chère Amiane. Donc, on a continué de recruter un peu moins que l'an dernier des nouveaux consommateurs, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt dans des catégories à moindre pouvoir d'achat. Donc, tout n'est pas noir là-dedans. Donc, il y a le fait qu'il y ait l'agroécologie qui soit un grand tout dans lequel le bio n'apparaît pas comme le fer de lance encore. Et donc c'est pour ça que nos efforts vont porter sur de la communication. Et puis le troisième volet qui est plus surprenant, c'est qu'on parle beaucoup de local. Ce qui est paradoxal parce que souvent le bio peut être local, mais il y a on le voit sur le stand, on a beaucoup de visiteurs qui nous disent « Ah non, moi je mange pas bio, je mange local ». On lui dit, cher ami, mais c'est tout à fait possible de faire les deux. C'est incompatible, oui. Ça dépend pourquoi. Mais Exactement. Mais comme je vous le disais, il y a 26 000 fermes qui vendent en direct. Il n'y a pas plus local, il n'y a pas plus abordable. Ce sont des prix vraiment très compétitifs. Et donc, dans ces trois analyses-là, nous, on en tire comme conclusion que, il faut clarifier ce qu'est le bio. Pourquoi est-ce que chaque euro dépensé en bio a un vrai retour sur investissement environnemental ?
et ce que c'est le bio local, pourquoi c'est possible et comment on en trouve partout. Rien que nous, du coup, on les répertorie, les producteurs de bio sur notre annuaire. Ben, on a renvoyé, on leur a dit, mais regardez, vous avez du bio près de chez vous, on peut même géolocaliser. Alors, si on parle bien du bio local et pas de celui qui traverse encore parfois la planète malheureusement, est-ce qu'on peut parler des bénéfices environnementaux quand il est local ? D'une manière générale, il faut envisager l'empreinte environnementale d'un aliment à la fois dans sa production et son transport. L'ADEME nous dit que le transport, ça pèse pour 1/3 de l'empreinte environnementale d'un aliment et le mode de production, c'est 2/3. Donc, nous, ce qu'on a mis en avant sur notre stand, quand on nous dit « oui, mais comment ça, manger bio pour la planète ?» Ben, on est très factuellement sur 2 grands sujets qui parlent actuellement au grand public, c'est la biodiversité. On sait que sur une exploitation bio, il y a 30% de biodiversité en plus. Et sur la gestion de l'eau, pour l'amélioration de la qualité de l'eau, on a des agences de l'eau en France qui financent assez massivement la conversion des agriculteurs près des zones de captage au bio pour que collectivement, nous, contribuables, on économise les coûts de traitement. Alors, ma dernière question sera à double entrée. Faut-il continuer à accompagner des agriculteurs à faire des transitions vers l'agriculture écologique en sachant que là, ça bouchonne un peu sur certains débouchés, hein. On déclasse une partie du lait, on déclasse une partie des œufs. Est-ce qu'il faut continuer à les pousser à aller vers le bio ? Et ma deuxième question, c'est souvent, ils sont confrontés au bout d'un moment à des impasses un peu économiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la viabilité économique des exploitations en agriculture biologique ? Alors, encourager, en fait, je dirais plutôt est-ce qu'on doit les freiner ? Parce qu'il y a plutôt plus de demandes d'agriculteurs qui veulent passer en bio. Donc ça rejoint votre deuxième question qui est, effectivement, on ne va pas refaire l'erreur de produire d'abord et réfléchir ensuite aux débouchés. Nous d'ailleurs, à l'agence bio, on ne finance que les entrepreneurs qui viennent nous voir avec plusieurs débouchés sécurisés. Parce que c'est important de diversifier son risque. Donc en fait, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on s'organise collectivement ? Comment est-ce qu'on rappelle les vertus du bio pour que la demande soit au rendez-vous ? Parce que ces agriculteurs bio, là, ceux qui arrivent sur le marché, ils ont pris la décision il y a 3 ans. Au moment où la croissance était à 2 chiffres. Et donc là, 3 ans plus tard, ils arrivent et on ne serait pas là pour les accueillir en tant que consommateurs. Donc ça, ce serait fort dommage. Donc il y a un enjeu de stimulation de la demande et c'est pour ça que hier, le ministre était sur notre stand parce on va lancer une campagne de communication pour informer le citoyen. Le citoyen a besoin d'information, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour que le bio ait une place dans tous les débauchés possibles. On a beaucoup parlé de GMS là, ces quelques minutes. On peut parler des cantines scolaires ? Il y a déjà un boulevard puisqu'on a une loi qui nous dit qu'il faut 20% de bio dans l'assiette, c'est la loi Egalim. C'est Egalim. Et on est quelque part entre 5 et 6%. Alors c'est long de construire des filières pour fournir la cantine d'à côté. Surtout en quantité suffisante et avec les bonnes saisonnalités. C'est un puzzle, c'est compliqué. Il y a ça, il y a le fait que par exemple nos entrepreneurs jusqu'ici ils produisaient par exemple des pots de crème fraîche à 250 grammes ou des pots de ketchup à 250. Il faut qu'ils fassent des pots de 5 kilos pour la collectivité. Donc, il y a un enjeu d'adaptation de l'offre, un enjeu de construire les filières, mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le lien entre bio et gastronomie, puisque on n'a que 2% de bio dans les restaurants, que ce soit des kebabs ou des étoilés, et donc là, il y a un boulevard. Donc si la restauration hors domicile prend à bras le corps la consommation de bio, donc si on arrive effectivement à nos 20% d'Egalim, on ouvre un marché d'1,4 milliard pour le bio. Et ça, c'est du pain béni pour les producteurs bio. Et puis, il y a le fait que ça pourrait presque être un stabilisateur automatique du marché bio que d'avoir un vrai engagement des restaurateurs. Parce que là, on a une crise sur quoi ? Sur le lait bio et les œufs bio en ce moment. Il y en a un peu trop. Les fruits et légumes ? Oui, bon, allez hop. Ok, carottes. Les carottes. Allez hop. Les pommes, les carottes. Faisons une opération, manger des carottes. Voilà, le menu en ce moment pour soutenir les agriculteurs qui arrivent, ça devrait être le flan bio dans tous les restaurants ou l'œuf maillot bio au comptoir ou effectivement le carrot cake ou la tarte aux pommes. Mais il y a vraiment un enjeu de désencombrer les marchés par l'entremise de nos chefs qui, avec leur savoir-faire, sont toujours sensibles à la qualité des produits et à l'alimentation saine. Il y a aussi un petit enjeu de pouvoir d'achat. Là, on est quand même dans une zone d'incertitude. On sait que les produits bio, il y a quand même un différentiel de prix qui tient à leur plus petit marché. Donc, c'est un peu un cercle qui s'entretient. Alors effectivement, l'enjeu de l'accessibilité prix, il ne se résoudra qu'en faisant, il dépasse l'enjeu simplement du bio. En fait, c'est pour ça que nous, quand on parle sur notre stand de comment manger bio à budget maîtrisé, on parle de leviers qui dépassent largement le bio. Parce que les façons de regagner des marges financières pour mettre plus de bio dans l'assiette, c'est quoi ? C'est gaspiller moins, on gaspille 25 kilos par habitant, c'est cuisiner plus. Donc ça, c'est
pas forcément audible après. On a tous envie de l'entendre, voilà, mais oui. Bon, après du confinement, on a peut-être envie. Peut-être que pour l'instant, on va peut-être un peu moins cuisiner, mais globalement, le sens de l'histoire, c'est de se réapproprier notre assiette. C'est effectivement d'acheter de saison. Et ça, les bio, ils ne savent pas produire hors saison. Donc au moins, c'est réglé. Il y a le fait d'acheter du vrac. Le vrac a quand même été... un accélérateur. Exactement. Et maintenant, les grandes surfaces s'en saisissent. Il va y avoir 20% obligatoire avec la loi climat dans toutes les grandes surfaces sur du vrac. Et puis, il y a aussi le fait d'acheter en circuit court. Ça, c'est des solutions. D'acheter, là, en ce moment, on voit des AMAP qui, du coup, marquent le pas. C'est le moment de les encourager, de s'y inscrire et les encourager à être en bio. Donc, on a toutes sortes de solutions. Mais c'est vrai que la transition alimentaire, c'est un peu comme... ça demande un peu de charge mentale, un peu d'énergie, un peu de réflexion, d'anticipation. Mais c'est la même chose qu'on n'a pas forcément envie, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, les poubelles, il y a quelques années, vous m'auriez dit que j'aurais consacré 3 mètres carrés à 4 poubelles dans mon appartement. J'aurais dit oh non. Et en fait, le tri, par exemple, ça a été quelque chose qui est rentré progressivement dans les usages. Et plutôt bien. Voilà. Donc, je me dis que on peut massivement changer nos usages, ça prend du temps, mais si on se met à activer toute cette logique anti-gaspi, manger de saison, etc., le bio va retrouver naturellement sa place. Je retiens votre idée d'informer correctement les consommateurs et les citoyens. Je vous remercie, Laure Verdeau, d'être venue ce matin. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis, on va manger des carottes parce que ça donne... Exactement. J'espère qu'on en a au menu, là. On soutient nos agriculteurs. On a une chef bio qui nous fait tout notre œufs et carottes à midi. J'espère. Je vais vérifier. Bonne journée, Laure Verdeau.